Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la tribune de l'entretien. Deux anciens journalistes réputés de notre pays, passionnés de l'investigation, ont commis un nouvel ouvrage intitulé Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès. Ce nouvel ouvrage qui se retrouve désormais dans l'univers littéraire béninois doit être lu parce que ça touche une thématique bien intéressante et bien spéciale. Et pour en parler justement, je reçois l'un des auteurs, à la personne de François Oudot, qui est bien évidemment consultant en stratégie des médias et communication, passionné donc de l'investigation. Il nous fait l'honneur de partager donc ce plateau avec nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Voilà, François Oudot qu'on ne présente plus, qu'on va quand même présenter aujourd'hui. Je disais qu'il est donc consultant en stratégie des médias et communication, auteur. Il a écrit bon nombre d'ouvrages. Cet ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, il a écrit avec le doyen Michel Tchano, justement, ancien journaliste également. Et puis, on parlera donc vraiment du contenu de cet ouvrage. Mais je voudrais quand même poser la question à notre invité de savoir pourquoi le choix de l'investigation. Bon, le journaliste, par sa fonction, et au premier degré, est quelqu'un qui fait de l'investigation d'abord, normalement, puisque je ne vous apprends rien en rappelant simplement que on vous a enseigné partout au cours de votre carrière que le journaliste doit s'assurer de la véracité de tout ce qu'il veut diffuser ou publier. Et pour le faire, cela vous renvoie d'office à l'investigation. C'est pour cela que, bon, c'est une passion quand même de faire de l'investigation journalistique. C'est vrai que c'est une passion, ça a des risques. Par ailleurs, beaucoup n'y sont pas, d'ailleurs, ne sont pas dans cet univers-là, mais depuis bon nombre d'années, vous mettez à notre disposition, à la disposition donc des citoyens béninois et d'ailleurs, des ouvrages. Ce n'est pas le premier d'ailleurs. Est-ce que véritablement l'objectif d'un ouvrage qui porte sur la bonne gouvernance, qui porte sur la corruption, est-ce que l'objectif c'est de dénoncer, c'est de bousculer les choses, c'est véritablement de toucher à quelque chose que tout le monde voit, mais nous n'en parlons pas? Il y a d'abord, je vais devoir revenir à ce qui vous lie à moi, le métier de journaliste, qui fait que lorsque le journaliste travaille, ce n'est pas forcément qu'il s'attend à ce qui est... il ne peut pas jouer le rôle de la justice à sa place, il ne peut pas jouer le rôle de la police à sa place, il ne peut même pas prétendre jouer ces rôles-là, mais il voit des faits qu'il juge peut-être pas corrects, et cela retient son attention, et il a envie de les révéler ou bien de les fixer. Et c'est l'exercice auquel nous nous sommes concentrés, nous nous sommes essayés plutôt. Dans le cadre de ce travail, et pour ce qui me concerne particulièrement, vous le rappeliez tout à l'heure, j'en ai déjà fait l'expérience, d'abord avec d'autres amis. La toute première, c'était avec Feu Jérôme Badou, et le premier président de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias, et Emmanuel Adjovi, qui est actuellement en poste en Haïti pour l'Organisation internationale de la francophonie. Je vais donner un troisième nom qui va peut-être vous surprendre un peu, Maître Joseph Djobénou. Ah bon, vous avez été co-auteur avec... Maître Djobénou a été journaliste dans une autre vie, ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà. Et l'ouvrage était une compilation d'articles d'investigation sur la corruption. D'ailleurs, il portait même un titre assez évocateur, Visage de la corruption au Bénin. C'était en 1999. Après cela, en 2008, j'ai commis un autre ouvrage avec Wilfried Adon. Et cela portait sur la même thématique, mais couvrant la période de 1990 à 2006. Et une troisième expérience en 2015, les dossiers de la République, qui couvre la période 2006 à 2015. Donc, c'est tout à fait normal que je sois curieux de m'intéresser à ce qui s'est passé dans le même domaine de 2016 à maintenant.
Voilà l'exercice auquel je me suis consacré avec mon collègue Michel Tchano. Voilà. Est-ce à dire que quand on revisite, quand on voit quand même les régimes qui se succèdent à la tête du Bénin, vous avez parlé de 1990, vous avez parlé donc également de 2006 à 2015 par exemple, est-ce que vous êtes attentif à tout ce qui se fait en ce qui concerne la bonne gouvernance dans notre pays? Vous êtes attentif à tout ça? Je ne peux pas dire que je suis attentif à tout ça parce que quand vous remontez un peu, vous vous rendez compte qu'il y a des informations d'une telle densité dans ce domaine que vous ne pouvez pas vous limiter à ce que nous autres médias publions pour dire que bon, voilà, on a déjà toute l'info. Quand vous vous intéressez un peu à l'activité des tribunaux, vous vous rendez compte qu'il y a N dossiers qui passent, dont vous et moi, nous ne sommes pas informés. Mais les justiciables, les personnes qui sont impliquées dans ces affaires sont informées, la justice même est informée. Et vous savez que la justice, par nature, je ne voudrais pas parler à leur place, c'est un peu comme l'armée. C'est un domaine où les gens ne parlent pas beaucoup. Donc, il doit y avoir abondamment d'informations que j'ignore, tout comme je suis un certain nombre d'informations et qu'il y a un certain nombre de dossiers qui retiennent particulièrement mon attention. Et quand un dossier retient votre attention, vous essayez d'aller un peu au-delà de ce qui a été diffusé ou bien de ce que tout le monde dit. Voilà. Et c'est justement ce que vous avez fait à la faveur donc de la publication de cet ouvrage, Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès. Ça a été d'ailleurs lancé le 31 août dernier. Et justement, Maître Joseph Ighogbenu, que vous évoquiez il y a quelques instants, était là et il a d'ailleurs invité les uns et les autres, surtout les journalistes, à aller à l'investigation, être des juges civils et laïcs. Est-ce que c'est votre ambition depuis tout ce temps? Non, je ne pense pas. Je refuse résolument d'être dans ce rôle de justicier, je vous l'ai dit, je le répète, en disant que ce n'est pas le rôle du journaliste de le faire, de se prendre pour un justicier, de se prendre pour un juge. Il se contente de présenter les faits, quitte à ce que ceux qui doivent prendre le relais puissent jouer leur rôle. Mais l'objectif premier, en fait, c'est de fixer dans le temps ces faits et ces informations. Chacun en fera ce qu'il veut, mais il appartient au juge et à la police pour ce qui les concerne dans leur métier respectif, de donner la suite qui convient. Maintenant, n'oubliez pas que ce serait un peu prétentieux même de se dire juge civil. Ou laïque, comme vous le dites, parce que quand vous-même, qui êtes journaliste, je vous suis régulièrement, quand vous faites une chronique, quand vous présentez une émission, ne pensez pas que le téléspectateur qui est à la maison et qui vous regarde n'est pas capable de se faire son opinion, de se faire son idée, de faire sa propre analyse. Mais vous mettez à sa disposition les faits. Exactement. Et votre, je dirais, langue par laquelle vous percevez ces faits-là. Donc je crois qu'à partir du moment où lui-même peut se faire son opinion, ce serait une erreur un peu de penser qu'on est en train de juger à sa place, ou bien qu'on est en train de lui rendre justice. Voilà. D'ailleurs, l'un des principes de l'investigation, c'est dénoncer sans condamner. Voilà, exactement. Et ça, c'est purement déontologique. C'est un des principes sacro-saints en matière de déontologie du journaliste, à savoir, vous présentez les faits, vous dénoncez, mais vous ne condamnez pas. Exactement. Parce que nous sommes dans une société et le rôle de condamnation revient à d'autres catégories de fonctions que vous connaissez bien, à savoir la justice. Très bien. Voilà, on va parler maintenant de notre ouvrage, Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès. Déjà, il faut dire que François Oudot, quelles étaient les réelles motivations en ce qui concerne ce chef-d'œuvre? Je vous ai dit que les réelles motivations, d'abord, c'était de voir si de 2016 jusqu'à maintenant, si le visage que présente la corruption est resté le même, si la manière dont la lutte se menait est restée la même. Il y a cela. Et ensuite, essayer de voir s'il y a eu beaucoup de bruit autour d'un certain nombre d'affaires depuis quelques années, et notamment la lutte contre la corruption, est-ce que cela a eu un impact? Quel impact peut-on aujourd'hui relever
par rapport à cette lutte. Parce que n'oublions pas, derrière cette lutte, il y a un enjeu. L'enjeu, en fait, c'est de faire en sorte de sauvegarder le patrimoine commun. Est-ce qu'on a réussi à le faire? Donc, quel a été l'impact de cette lutte? Avec quel outil cette lutte a été menée et quel a été son impact? Voilà ce que nous avons voulu juste observer en prenant l'initiative de cet ouvrage, mon collègue Michel Tchano et moi. Nous avons quand même constaté que justement il y a une chronologie qui est observée quand on découvre justement le contenu de cet ouvrage. On constate également que vous avez suivi réellement un certain nombre de chantiers. On commence d'ailleurs par les engagements pris par le président. Du moins, il n'était pas président, le candidat Patrice oui. Talon, et c'est d'ailleurs la première partie, c'est ça qui constitue quand même le début, donc les débuts de cet ouvrage. Oui, tout à fait, puisque même si je vous dis que nous avons voulu voir quel visage présente désormais la lutte contre la corruption et quel a été son impact, ce serait un peu un jugement est nihilo que de ne pas remonter un peu dans le temps pour voir le premier magistrat du pays, parce que n'oubliez pas, c'est à lui d'imprimer la marque, d'indiquer la démarche, quitte à ce que toutes les institutions, tous les autres leviers puissent bouger. Il a pris des engagements en tant que candidat, d'abord. Donc, il fallait remonter à ces engagements pour voir qu'est-ce qu'il avait pris comme engagement. Et quand vous remontez un peu au niveau de ces engagements, vous verrez que, entre autres, si je dois me résumer en 2 mots, il était question quand même d'élargir la carte judiciaire du Bénin. Vous savez, il y a pas mal de localités où les justiciables sont obligés de faire tout un long voyage pour aller répondre devant la justice. La justice même n'arrive pas à pouvoir s'adresser aux justiciables facilement, ainsi de suite. Donc il y a ça, élargir la carte judiciaire du pays, donner davantage de moyens à la justice. Cela suppose qu'il faut des moyens matériels, des moyens humains et des moyens financiers. Il y a cet aspect important. Et spécialiser un certain nombre de juridictions afin de permettre que la justice puisse travailler avec une certaine célérité et aussi faire en sorte que devant les citoyens soient tous égaux devant la loi. Voilà en quelques mots quelques-uns des engagements que je voudrais rappeler ici. Alors, lorsque vous prenez l'ouvrage, vous prenez ce qui a été fait, vous allez constater aujourd'hui qu'il y a des endroits où on a désormais des tribunaux. Je donne le cas de Malanville, par exemple. Je donne le cas de Comé, si ma mémoire est encore un peu fraîche. N'oubliez pas que des greffiers ont été recrutés, des dizaines de greffiers ont été recrutés, des dizaines de magistrats ont été recrutés. Il existe désormais une école de formation des gens aux métiers et aux carrières judiciaires, ainsi de suite. Je peux citer ces aspects-là. Le tribunal de commerce est une réalité désormais et il y a l'outil qui s'est retrouvé comme par fatalité sous les feux des projecteurs depuis 2018 au moins, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce travail, nous nous sommes appesantis un peu sur ce qui se fait au niveau de ce tribunal. Comme vous le savez, en journalisme, vous ne pourrez pas couvrir tous les domaines à la fois. Donc nous avons voulu choisir comme angle ce qui se fait au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans les autres tribunaux, il y a pas mal d'affaires qui sont jugées également. Il y a énormément d'affaires qui couvrent pas mal de domaines, mais il y a toujours des affaires, puisque ça fait partie des confusions qu'un certain nombre de personnes continuent de faire. Les gens pensent que désormais, lorsqu'on parle de corruption, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui est compétente, qui le fait. Non, les autres juridictions aussi les autres tribunaux continuent de se pencher sur des affaires de corruption. Et c'est d'ailleurs pour cela que la loi a fixé un certain seuil pour un certain nombre d'infractions sur lesquelles la Cour de la criette est compétente. Je vous donne peut-être 1 ou 2 exemples. Oui. Très peu de gens savent par exemple que la criette est compétente, quand je prends le cas des détournements publics, que quand ce détournement porte sur un montant supérieur ou égal à 10 millions, par exemple. Et donc, c'est à partir de 10 millions. Et que, s'agissant des infractions comme le vol,
l'extorsion de fonds et autres, c'est à partir de 100 millions que la criette... D'ailleurs, ils finiront par vous le dire vous-même. Moi, je me contente de ce que nous avons découvert. Exactement. Il y a pas mal de citoyens qui saisissent la criette pour un certain nombre de dossiers que la criette est obligée de réorienter vers les tribunaux compétents. Donc, voilà à peu près ce qui se fait. Donc, la criette s'est retrouvée, comme par fatalité, au cœur de cette lutte depuis 2018 qu'elle a été créée. Voilà. On parlait donc des engagements pris. Est-ce que c'est la première fois que, justement, vous faites attention aux engagements pris par un président de la République, puisque vous avez écrit quand même des ouvrages sur des périodes données en ce qui concerne la gouvernance dans notre pays? Est-ce que c'est la première fois que dans un ouvrage, par exemple, en voulant nous faire découvrir donc le visage de la lutte contre la corruption au Bénin, que vous faites attention donc aux engagements pris déjà par le candidat avant d'être président? Ce n'est pas la première fois. Parce qu'il faut toujours, dès lors que, pour la deuxième publication que j'ai évoquée, Bénin, une démocratie prisonnière de la corruption, en 2008, si vous voulez évoquer cela et que vous avez choisi un intervalle, il y a des gens qui ont eu le pouvoir dans cet intervalle. Je veux citer, pour la période 1990 à 2006, par exemple, il y a le président Nicéphore Soglo et il y a le président Mathieu Kérékou. 2006 à 2015, le président Bouniaï. Tous ces présidents ont pris des engagements. Et ce qu'on retient essentiellement, c'est différents présidents ont décidé de, non pas de mettre un terme à la corruption, mais de lutter efficacement contre la corruption pour pouvoir sauvegarder le patrimoine commun. Donc cet engagement a été constant. Maintenant, c'est dans les approches qu'on peut noter des disparités, les différences dans la manière dont la lutte a été menée. Et justement, des engagements ont été pris donc, par le candidat Patrice Talon, Oui. et puis ça a été transformé en action. Oui. Vous citiez donc quelques-unes de ces actions-là, mais qu'est-ce qui particularise justement cette forme ou cette mue que nous avons constatée dans la lutte contre la corruption sur la route? Oui, il y a quand même quelques aspects qu'on doit évoquer. J'ai commencé par citer la création de la criette. Mais la criette agit un peu, disons, en aval. Mais lorsque vous remontez, vous vous rendez compte qu'il y avait l'inspection générale des finances. Voilà. Il y a des comités interministériels qui s'occupent du contrôle et de l'audit et qui examinent aussi la gouvernance au niveau de nos différents ministères. Et ces différentes structures produisent abondamment de rapports d'audit et de contrôle qu'ils font remonter. Et je vais peut-être profiter de l'occasion et citer le bureau d'analyse et d'investigation que vous avez d'ailleurs BAI, qui quand même est la cheville ouvrière de toutes les réformes en matière de gouvernance et en matière de justice. C'est pas mal de domaines, c'est la cheville ouvrière. Donc tous ces documents-là, tous ces rapports et autres remontent vers la criette, qui quand même examine ces différents dossiers pour l'État, quitte à ce qu'ils reviennent au gouvernement de les affecter à la justice pour la suite à donner à ces différentes affaires. Donc, quand vous observez, regardez le dernier cas. Vous voulez parler du dossier ANAT? Le dossier ANAT, par exemple. C'est vrai, certains s'étonnent pour dire, mais pourquoi est-ce que si la lutte est efficace, pourquoi est-ce qu'on continue de... Vous aurez toujours des faits de corruption. La corruption peut-être date de plusieurs millénaires déjà, mais il y en aura toujours. Mais tout dépend de la manière dont on mène la lutte contre la corruption, la manière dont on procède pour freiner, limiter l'impact de cette corruption sur la société. Donc, il y a le BAI aussi, qui a été la cheville ouvrière de tout cela. Donc, à partir du moment où les corps de contrôle ont été renforcés, et que leur formation a été renforcée également, parce que désormais, toutes les personnes, tous les spécialistes qui sont dans les commissions d'audit, qui sont à l'inspection générale des finances et autres, leur profil a été amélioré aussi. On les recrute sur profil. Alors qu'il fut un temps où les inspections générales des finances, des ministères et autres, étaient des garages. Il y a des gens qui, pour des raisons ou d'autres, s'étaient retrouvés à ces endroits où ils n'avaient rien d'autre à faire que de se tourner le pouce. Donc, il y a cet aspect qui est important. Le BAI, qui reçoit ces rapports et qui les lit, qui les apprécie,
le fait qu'on produise régulièrement ces rapports, mais il y a un aspect qui me tient à cœur, puisque c'est le travail qui nous a permis de découvrir cet aspect important. Vous allez vous rendre compte que cette lutte qui a été menée de 2016 à maintenant n'a pas accordé la priorité à la sanction. Contrairement à ce qu'on pourrait retenir. Ça, c'est dans le cadre du travail que nous avons découvert. Je vous ai dit que les inspections générales des ministères, les inspections des finances et autres produisent des rapports. Oui. Mais vous allez vous rendre compte, puisque vous dites que quand on fait un travail de ce genre, on est obligé d'être un peu fouineur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de cadres de l'administration, d'agents publics, qui auraient pu se retrouver devant la justice, mais qui déjà à l'étape des audits décident spontanément de rembourser ce qu'on leur reproche, les fonds qui sont mis à leur charge. Nous avons noté qu'il y en a eu beaucoup. Et certains de ceux-là ne se sont plus retrouvés devant la justice. Et le cas où certains se sont retrouvés devant la justice, je vais vous citer l'affaire ORTB, pas celle qui est en cours. Il y a eu l'affaire de la gestion des fonds de la mutuelle de l'ORTB. Exactement, oui. Où des agents de l'ORTB se sont retrouvés devant la criette. Mais certains ont remboursé les montants qu'on leur accuse d'avoir dilapidé et autres, mais ils sont déjà chez eux. Essentiellement, dans le cadre de ce travail, nous nous sommes rendus compte que c'est ceux qui n'ont rien remboursé, qui n'ont pas pu rembourser ces fonds, qui sont encore en prison en ce moment. Cela veut dire que la priorité n'est pas aux sanctions. La priorité, c'est de faire en sorte que l'État puisse recouvrer les fonds. La priorité, c'est de faire en sorte de faire de la prévention en prenant un certain nombre de mesures. Regardez la dématérialisation qui est en cours. Et moi, je suis fasciné. L'un des premiers éléments que je peux retenir, c'est quand moi, il m'est arrivé, je voulais obtenir mon casier judiciaire il y a quelques mois, mais je suis resté chez moi. Je l'ai obtenu. Alors que par le passé, ce n'était pas facile de le faire. Exactement. Nous sommes dans une période où, généralement, vous voyez nos enfants et nos jeunes frères qui viennent d'obtenir le bac, ils envahissent les tribunaux. Vous les voyez, ils sont dans la rue, devant les tribunaux, ils passent simplement parce qu'ils veulent obtenir leur casier judiciaire. Désormais, ils restent chez eux, ils l'obtiennent. Ça veut dire quoi? La conséquence, c'est qu'ils ne sont plus devant un agent à qui ils sont obligés de tendre l'argent comme ça. Et donc, on a réduit considérablement les contacts. Les contacts, ça me paraît très important. Vous allez au niveau des impôts, c'est le même constat que nous avons fait. Il m'est arrivé parfois d'être gêné parce que je vais prendre tel acte dans l'administration, on me dit, allez au trésor, payer tel montant et revenez pour qu'on puisse vous faire le service. Parfois, ça gêne. Je dis, mais comment est-ce que pour 5 000, pour 10 000, je dois aller au trésor? Mais ça a son avantage, à savoir que ce n'est plus l'agent qui veut me rendre ce service au nom de l'État, qui reçoit l'argent. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je crois que tout cela limite un peu l'effet de la corruption dans notre société. Et lorsque j'évoque la prévention, je crois que c'est cela un peu qui justifie la création du Haut Commissariat à la prévention, de la corruption. Donc, qui remplace quand même l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Mais quand vous observez, les attributions ne sont pas exactement les mêmes. Parce que ici, son rôle, c'est de constater et de donner des conseils pour que... Par le passé, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, où votre DG a d'ailleurs travaillé, il peut vous en parler longuement. Il est arrivé que cette autorité travaille et de façon très efficace, mais que les dossiers ne dépassent pas le seuil des rapports. Eux, ils transmettent ces rapports acquis de droit, mais ça n'a jamais eu d'effet. Et ça, vous avez évoqué d'ailleurs les conseils disciplinaires qu'on a eu. Exactement. Et vous avez évoqué, chaque année, il y a eu quand même énormément de conseils disciplinaires. Exactement. Mais ça finit là. Ça finit là. Voilà. Donc, vous voyez, la dématérialisation, la prévention, le fait de ne pas accorder la priorité à la sanction, je crois que ça fait partie des particularités. C'est vrai que vous nous surprenez quand même là un peu, parce que ce que nous avons toujours vu, c'est qu'il y a des sanctions, des gens se retrouvent devant les juridictions pour répondre de leurs actes et tout cela. Et donc, il y a un travail qui se fait dans l'ombre qu'on ne voit pas. Pourquoi ne pas apporter de la lumière sur ça, par exemple? Effectivement, vous en avez parlé dans cet ouvrage. Oui, mais ce n'est pas à nous de le faire. Je vous retourne la balle. Moi, je ne suis plus dans la presse quotidienne depuis quelques décennies. Vous y êtes encore. Vous savez, par qui savons-nous qu'il y a telle ou telle affaire? Ce n'est pas les médias. Exactement. Donc, le problème que vous posez concerne les médias. Il appartient aux médias de le faire. Il appartient un peu aussi à la justice. Je suis d'accord que pour des raisons d'efficacité, pour des raisons de principe, pour respecter un certain nombre de normes,
les hommes de la justice, notamment les magistrats et autres, là, ne bavardent pas beaucoup. Mais je crois quand même qu'il y a un minimum qui peut se dire pour permettre à la population de comprendre un peu plus le travail énorme qui se fait dans les tribunaux, dans les juridictions, et que la majorité de la population ignore. Donc quand vous prenez les affaires qui ont défrayé la chronique, ces affaires, je ne peux pas donner de pourcentage, mais ne constituent pas grand-chose par rapport à la masse de dossiers qui ont été étudiés au niveau des tribunaux. Mais il se fait que ce sont les affaires qui font grand bruit, qui retiennent l'attention du public. Voilà. La restructuration de l'organisation judiciaire, de la cadre judiciaire, énormément, vous avez insisté, effectivement, c'était l'un des engagements et ça a été justement mis en œuvre. Et aujourd'hui, on constate un certain nombre de choses. Mais est-ce que cela ne résulte pas, cette prouesse, cette performance aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas des enseignements tirés des régimes passés? Forcément. Forcément, parce que vous n'allez quand même pas me dire que ce sont des hommes nouveaux, des extraterrestres qu'on a ramenés, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous sommes les mêmes, la population est la même, les cadres de l'administration sont les mêmes, même si cela s'est rajeuni, ça se renouvelle. Et la classe politique est là, même si partiellement elle s'est rajeunie, mais les hommes sont là. Mais tout le monde a tiré le son de ce qui s'est passé. Et peut-être il s'est avéré nécessaire d'essayer de changer un peu l'approche de la lutte. Donc, forcément, des leçons ont été tirées du passé pour que nous puissions en arriver là. Si vous prenez la plupart des lois, que ce soit la CRIET, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, les différentes lois que l'Assemblée a eu à voter, vous allez voir dans l'exposé des motifs, vous allez comprendre que ce que vous dites est confirmé, qu'il est question de tirer le leçon du passé, et c'est pour cela qu'il faut apporter tel amendement à telle loi, il faut changer telle disposition de la loi afin de rendre efficaces les différents outils de lutte contre la corruption. En tout cas, vous avez, en termes de réforme, vous avez évoqué également dans cet ouvrage la réforme du système partisan et puis le financement des partis politiques. Voilà, c'est un nœud important, le financement des partis. Je ne vous ai pas m'intéresser au volet purement politique, à savoir la réforme qui porte sur la rationalisation du pays. Non, ce n'est pas ça qui retient mon attention, mais le financement des partis politiques. Vous vous souvenez que dans ce pays, pendant longtemps, lorsqu'on vous nomme ministre, vous avez tous les ennuis du monde. D'abord, les portefeuilles ministériels étaient mis à la disposition des partis et les partis mettaient des noms dessus. De sorte que dès que vous êtes ministre de telle formation politique, cette formation politique vous attend pour le financement du parti. Cette formation politique vous attend pour la nomination de ces militants à différents postes dans l'administration et autres. Et cela avait une conséquence, à savoir que lorsque vous êtes nommé et que vous savez que vous devez cette nomination à votre militantisme et que celui qui est à la tête de l'institution qui est censé exercer un certain contrôle ou bien vous réprimander en cas de faute, vous n'avez pas autant peur que si vous savez que vous avez fait un concours, vous avez un profil, vous êtes retrouvé dans l'administration et que le parapluie politique ne vous servira plus à rien. Et pour commencer à le faire, il s'agit d'accorder un financement aux partis politiques pour permettre à ces partis de ne plus trop aller chercher leur financement en principe. Je parle du principe. De ne plus chercher à aller prendre, prélever leurs ressources de fonctionnement au niveau des caisses de l'État. Procéder ainsi également pour que les militants ou bien les membres des partis politiques puissent comprendre, parce que l'État ne pourra jamais prendre en charge entièrement les fonds dont un parti politique a besoin. Pour faire ça, quand je prends l'exemple des campagnes électorales, ce n'est qu'après la campagne qu'on vous rétrocède une partie des fonds que vous avez engagés. Cela veut dire que vous devez faire l'effort de réunir... Après d'ailleurs une performance... Exactement. Cela veut dire que vous devez faire l'effort de fonctionner comme un vrai parti politique, une institution qui a une administration si vous voulez continuer à exister, puisque l'État vous appuie. Donc le financement des partis politiques, je crois que derrière cet acte, il y a le fait qu'il faut détourner le regard des dirigeants des partis politiques, des caisses de l'État pour le fonctionnement de leur
de leurs formations politiques. Et donc, c'est une composante importante de la lutte contre la corruption. Elle est essentielle. Elle est essentielle parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas régler le problème de la corruption au niveau du recrutement des agents dans la fonction publique. On ne pourra pas régler le problème des détournements intempestifs. Par le passé, à cause de ces nominations, vous savez qu'on a vu dans ce pays des DRFM qui étaient plus puissants que le ministre, par exemple. Parce que le DRFM a été nommé par quelqu'un qui était au-dessus du ministre, mais le ministre n'a aucune emprise sur lui parce que celui qui l'a nommé dans ce ministère est un peu plus puissant que son ministre, ainsi de suite. Or, quand cela fonctionne de cette manière, vous ne pouvez pas attendre un résultat, vous ne pouvez pas attendre l'efficacité, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'agent puisse avoir un peu peur des déviances, du laxisme pour véritablement se consacrer de façon assidue au travail qu'il doit faire. Le financement des partis politiques est un aspect important de la lutte contre la corruption, je crois. Oui. Il y a tout de même, ça c'est quand même un gros volet, on sait que beaucoup de choses se passaient. Je sais qu'avec votre ouvrage, vous nous direz ce qui se passe aujourd'hui. C'est bien la chaîne des dépenses publiques, c'est bien justement également les marchés publics, François Odo. Oui, pour le principe, vous allez constater qu'à ce niveau également, des efforts ont été faits. À savoir, des efforts ont été faits à travers un certain nombre d'agences pour éviter que simplement des agents commis pour la gestion des affaires publiques puissent profiter de leur poste pour se faire leur beurre sur le dos de la population. Vous vous souvenez, les billets d'avion, ce que ça coûtait ici, les véhicules qu'on attribuait à un certain nombre de cadres de l'administration. Par le passé, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il fut un temps ici où vous voyez quelqu'un, compte tenu de son rang dans l'administration, peut disposer de 2 ou 3 véhicules de fonction. Par exemple, il y en a pour madame, pour ses courses, ou bien pour aller au marché, il y en a pour les enfants, il y a ce que lui-même utilise en tant que... Tout cela constituait des charges pour l'État. Les ministres et autres en ont parlé longuement. Vous aurez le temps de leur poser la question, ils vont vous donner les chiffres. Je n'ai pas les chiffres à ce niveau-là, mais aujourd'hui, vous constatez quand même que le nombre de personnes qui disposent de véhicules de fonction a été réduit. Les évacuations sanitaires, il y en avait qui étaient nécessaires, mais il y en avait par complaisance aussi. L'État a été resserré à ce niveau. Ainsi de suite. Tous ces actes ont contribué à renflouer un peu les caisses de l'État, comme vous le constaterez, parce que nous nous sommes intéressés un peu à un certain nombre de structures, et notamment la douane et les impôts, pour voir si cette lutte a permis d'augmenter les recettes qui se font à ces niveaux. Mais quand vous lisez, vous vous rendez compte que le résultat est net et incontestable, à savoir que les chiffres ont pratiquement, je ne dirais pas quadruplé, mais ont augmenté de façon remarquable. Et donc on fait de bénéfices, on pourrait dire que l'État réduit considérablement les dépenses et nous en avons pour pouvoir quand même mettre en œuvre un certain nombre d'infrastructures, par exemple. Honnêtement, puisque nous l'avons cité aussi dans le document, quand vous regardez, le jour où le PAG a été présenté, j'étais au palais, dans la salle où cela a été fait. Mais j'ai tiqué un peu quand vous voyez la masse d'argent qu'il fallait réunir pour le faire. J'ai tiqué un peu. Et lorsque l'asphaltage a été évoqué, je n'y ai pas trop cru. Quand le chef de l'État disait, nous allons faire en sorte d'asphalter progressivement toutes les rues de nos grandes villes, au moins, qui a évolué après, je n'y ai pas cru. Mais regardez ce qui a été fait en si peu de temps. Les économistes vous expliqueront comment cela se passe, mais moi, de ma position de simple journaliste, je sais simplement que lorsque vous voulez obtenir un financement d'un partenaire, ce qu'on appelle les bailleurs, cela prend un certain temps important. Mais lorsque c'est vous-même qui disposez de vos sous, vous pouvez les utiliser en temps réel, dans le délai que vous voulez. C'est l'autre avantage de l'économie qui se fait. C'est par rapport à tout cela que je pense que la lutte a eu comme effet quand même d'augmenter les recettes de l'État et de pouvoir faire un certain nombre de travaux. Ça, nous l'avons évoqué vers la fin
de l'ouvrage. Effectivement, je parlais des marchés publics, c'est quand même... je ne peux pas, je ne suis pas... Ça, c'est un univers qui oui, justement, est favorable à la corruption. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais il existe une certaine autorité de régulation des marchés publics dont le rôle, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de déviance à ce niveau. Mais avant cela, dans chaque ministère, dans presque toutes les institutions, vous avez la personne chargée de la passation des marchés publics, qui est en poste, qui doit faire un travail d'abord. J'ai cité les institutions de contrôle et d'audit au niveau des ministères. Vous voyez, tous, c'est autant de barrières où le travail doit être fait et que l'autorité nationale de lutte contre la corruption aussi doit jouer sa partition. Je ne peux pas jurer qu'aujourd'hui, ce que vous insinuez n'existe plus. Mais je suis sûr que les gens ont freiné un peu. Les gens mettent un peu la pédale douce pour ne plus faire ce qu'il se passait chaque fois qu'il s'agissait des marchés publics. Donc, je crois qu'à ce niveau, les gens ont un peu freiné. En tout cas, je ne pense pas que cela puisse se faire encore dans la proportion qu'on a pu observer par le passé. Voilà. Voilà. François Audo, dans cet ouvrage, donc lutte contre la corruption sur la rupture, réforme et grand procès, et d'ailleurs, vous avez évoqué des affaires qui ne sont même pas connues du grand public, parce que franchement, quand je l'ai découvert, je me disais, ben ça, est-ce que justement on en avait entendu parler? Vous avez parlé, on parle de grands procès, et le procès, on pourrait le dire, hein, qui quand même parle un peu, quand on évoque ce procès-là, on pense quand même à la rupture. C'est vrai que ça s'est passé bien avant, mais le procès a permis quand même de donner un dénouement heureux pour certains de nos compatriotes. C'est l'affaire ICC Services. Voilà. À l'occasion de ce travail, nous nous sommes dit, l'affaire ICC Services, on a pratiquement tout dit déjà sur cette affaire, vous savez, qui a commencé pratiquement vers 2010. Et nous nous sommes dit, à cette étape-ci, ce qui peut être intéressant, ce n'est plus de s'appesantir sur les faits, mais de s'appesantir sur le procès, parce que on était à un doigt de voir cette affaire partir un peu comme l'affaire Amani, que le dénouement ne soit plus judiciaire, mais simplement politique, et qu'on ne l'évoque plus. Mais finalement, le dossier, l'affaire ICC a commencé au tribunal de Cotonou, mais a été affectée à la criette quand la criette a été créée, puisque les tests sont prévus que les affaires relevant de sa compétence, qui sont au niveau des autres tribunaux, puissent lui être transférées. Le procès a été fait, et le procureur spécial de l'époque, M. Gilbert Tobono, a même ordonné qu'une retransmission soit faite pour que cette affaire soit jugée. Donc, vous allez vous rendre compte que cette affaire a été jugée et on peut estimer que c'est un des points forts de la lutte contre la corruption depuis 2016, parce que ce n'était pas évident qu'on puisse avoir un procès, puisque le dossier avait pris carrément une tournure purement politique. Mais cette fois-ci, on a pu le ramener sur le terrain judiciaire et grâce à la criette, le dénouement heureux a été fait. Il reste que les populations, les spoliés, il leur revient maintenant, puisque quand la justice rend sa décision, il vous appartient, vous, de vous emparer de cette décision maintenant et d'aller vous faire rembourser. Je crois que... Et justement, c'est là le goût d'inachevé. Justement, le goût d'inachevé que vous évoquez ne concerne pas simplement les spoliés. Mais est-ce que vous savez que dans le cadre de ce travail, nous nous sommes rendus compte que même l'agent judiciaire du Trésor n'arrive pas à recouvrer tout ce que l'État doit reprendre lorsqu'on condamne un certain nombre de personnes à payer des amendes, à payer un certain nombre de frais. Cela veut dire qu'à ce niveau aussi, il reste des tests à prendre pour rendre... Est-ce que c'est l'incapacité des personnes à payer ou concrètement, qu'est-ce qui... C'est les deux à la fois. Il y a des gens qui ne sont pas solvables carrément. Il y a cet aspect. Mais il y en a d'autres qui sont solvables, mais simplement parce qu'à ce niveau, il n'y a pas véritablement de contraintes pour le moment. Bon, disparaissent dans la nature ou bien ne se présentent plus. Et on en reste là, par exemple. Mais ce qui est... Alors, sinon, dans le cadre de la réforme, il est permis que désormais,
on puisse s'emparer des biens d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas solvables, qu'on puisse vendre ces biens pour pouvoir rembourser l'État, quand c'est l'État qui est concerné par ces affaires. Donc, ça, c'est un aspect important. Mais je crois qu'au niveau de la lutte contre la corruption, cela fait partie des points sur lesquels il est nécessaire encore de revoir les choses. À savoir, à ce stade final, comment faire pour que l'État puisse rentrer dans ses fonds, que les personnes, les justiciables aussi, qui ont droit à des dommages et intérêts et autres, puissent entrer dans leurs fonds. Je crois qu'il reste un effort à faire à ce niveau-là. Voilà. ICC Service, c'est vrai, et consort. Hein, oui. Et consort. Mais il y a quand même l'autre affaire dont vous avez parlé dans cet ouvrage. Et véritablement, je vous recommande, chers amis téléspectateurs, à avoir cet ouvrage pour découvrir toutes ces choses que vous ne savez pas. Il y a l'affaire KGB. Oui. Et puis l'incapacité également de l'agent judiciaire du Trésor aussi, vous nous parlez. Oui, vous savez, l'affaire KGB nous a rappelé un peu l'affaire Amani. Ici, c'est vrai que Amani a commis son forfait sur un autre territoire et que en temps l'affaire est devenue une affaire en deux États, l'affaire est devenue carrément politique comme je le disais, et c'est pour cela que l'affaire Amani n'a jamais connu une suite judiciaire en réalité. KGB aurait pu connaître la même suite parce que quand vous vous intéressez à cette affaire, vous vous rendez compte que s'il y avait des individus qui étaient hyper puissants simplement par la force de leur porte-monnaie. Mais il se fait que quand vous vous intéressez à ce porte-monnaie, vous vous rendez compte que la manière dont ils gagnaient ces fonds reste critiquable et que par cette voie, ils ont carrément acquis une certaine position d'intouchable dans le pays. N'oubliez pas que KGB a été finalement arrêté à l'extérieur pour qu'il soit ramené ici. Et je me souviens des échanges que j'ai eu avec quelques amis, dont des confrères de la presse qui disaient « cette fois-ci, je défie la criette. La criette ne pourra pas trancher l'affaire KGB. » Ça, je peux vous le dire. Et après, je l'ai dit au procureur spécial aussi. Je dis, l'affaire KGB, vous avez pu le faire, c'est un des points qu'on pourra retenir de votre passage à la tête de la criette, parce que ce n'était pas évident que cette affaire puisse aller au bout, parce que l'individu était, le mis en cause était très puissant. Quand je dis très puissant, c'est d'abord financièrement, c'est d'abord, je ne dirais pas politiquement, mais de par ses relations avec un certain nombre de personnes bien placées dans ce pays, ce n'était pas évident que l'affaire puisse connaître un dénouement, mais la criette a pu le faire et je crois que ça fait partie des gros succès à l'actif de la criette. D'ailleurs, vous nous avez rappelé dans l'ouvrage qu'il y avait il y avait des véhicules qui se sont alliés, pas des véhicules, pas des moindres, quand même, des véhicules, parce que beaucoup s'attendaient à la libération. Mais le jour où le verdict a été rendu, puisque nous avons pu assister à un certain nombre d'audiences dans cette affaire, mais vous-même quand vous voyez les caisses, comme on le dit, dans la rue, qui étaient alignées, vous saurez quand même qu'il est quelqu'un. Il est quelqu'un quand même dans le pays et ce n'était pas évident. Beaucoup pensaient d'ailleurs effectivement qu'il rentrerait chez lui. Il n'est pas rentré. Malheureusement, pour lui, il n'est pas rentré chez lui. Mais au moins, ceux qui disaient que le procès ne pourrait pas se faire, ils savent désormais que tout procès peut se faire. Et c'est là l'intérêt en réalité. Au-delà du verdict, que tous ont retenu que le procès peut se faire et que tout procès peut se faire en principe. Voilà. Il y a quand même, vous avez évoqué bon nombre de grands procès, on ne va pas occulter, mais je voudrais bien qu'on parle de ce règlement à l'amiable dont vous avez fait cas, le cas de Nocibé. Nocibé, voilà justement. Et ça aussi, ça fait partie des visages de la lutte contre la corruption depuis quelques années, un des visages qui ne sont pas perceptibles. À savoir, quand vous remontez un peu dans l'affaire Nocibé, qui a été abondamment relayée, parce que ça, je voudrais, à l'actif de la presse, dire c'est que la presse avait suffisamment alerté. Et il y a un journal de la place, notamment le Matinal, qui en avait fait carrément une rubrique à l'époque, au moment où le contrat était en cours de préparation pour dire, mais on ne peut pas signer un contrat de ce genre.
Ils ont même publié l'intégralité du contrat à l'époque. Et quand vous-même vous prenez ce contrat, vous n'avez pas besoin d'être économiste, vous n'avez pas besoin d'être financier, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un du domaine de la finance ou du commerce pour savoir que ce n'est pas possible. Parce que ce contrat, tel qu'il avait été signé à l'époque, sous le régime précédent, violait, je dirais, presque toutes les règles en matière de finances publiques, en matière de commerce et en matière d'un certain nombre de conventions et d'actes qui nous liaient aux autres pays de la sous-région. Le contrat a été signé. Je ne ferai aucun procès aux responsables de Nocibé. Chacun, en matière de business, les gens veulent des avantages, on le leur avait concédé, ils les ont acceptés. Mais quand le gouvernement a décidé de revoir ce contrat, ce qui a retenu notre attention, c'est que spontanément, Nocibé a accepté que le contrat soit revu, ce qui a permis, ça il faut le reconnaître aussi, que Nocibé concède un certain nombre, rétrocède un certain nombre d'avantages dont il bénéficiait. Je crois que Nocibé aurait décidé de faire le bras de fer, que peut-être aujourd'hui on serait encore devant la justice. Si on allait devant la justice et que le dossier devait connaître un dénouement, je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui on aurait réussi à trancher cette affaire. L'État serait en train de perdre un certain nombre d'avantages durant ce temps. L'État serait obligé d'aller recruter des avocats également, ainsi de suite. Nocibé a accepté. Parce que nous avons quand et même... le règlement a été fait à l'amiable, je vous le dis. Et c'est pour cela que nous avons même appelé cette partie un bel exemple de règlement à l'amiable. Donc je crois que c'est un aspect important. Et si sur un certain nombre de dossiers, le procédé avait été le même et que toutes les parties étaient disposées à aller dans ce sens, peut-être la justice aurait eu du temps pour se consacrer à autre chose. Non, on a quand même constaté que justement, Nocibé, sinon les responsables, avaient quand même le soutien de quelques parlementaires, parce que vous avez suivi quelques débats parlementaires sur le sujet. Bien sûr. Oui, on ne pouvait pas dire que Nocibé avait totalement tort dans ce dossier, puisque je vous l'ai dit qu'on est en matière de commerce, de business. On vous a accordé des avantages, je dirais, énormes. Nocibé a pris ces avantages-là. Mais l'État aussi ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. Et là, l'État aussi avait le dos au mur, parce que certaines clauses du contrat mettaient en difficulté l'État vis-à-vis des règles communautaires. Parce que nous vivons dans une communauté régionale où des règles ont été édictées. Je comprends bien ces députés qui estiment que, bon, on veut perturber une société, mais je crois que les responsables de la société ne se sont pas inscrits dans la même démarche que ces députés, parce qu'ils ont, comme les responsables de cette société, ont compris que peut-être aussi que c'était un peu trop gros pour être vrai. Oui. Voilà. On ne va pas occulter quand même l'affaire Sébastien Germain à Javon. Oui. C'est important d'en parler. Oui, c'est un feuilleton à beaucoup de rebondissements qui continue d'ailleurs, puisque l'intéressé, lui, bon... est en dehors du pays, on va le dire comme ça. Voilà, est en dehors du pays. Mais je crois que ça fait partie des grosses affaires qui ont défrayé la chronique sur la place, pour ne pas dire une des premières affaires sous la rupture a défrayé la chronique. Il se fait que cette affaire touchait à une infraction assez grave. Et vous avez suivi tous les débats avec moi. Je ne voudrais pas refaire le procès à la place de la justice. Pour ce qui nous concerne, nous autres, nous avons essayé de restituer ce qu'il s'est passé et ce que la justice en a fait. Voilà. Et aussi, bon, vous nous avez quand même rappelé, c'est important de rappeler à nos téléspectateurs combien de fois il y a certaines affaires qui ne sont pas passées inaperçues à vos yeux. Vous nous parlez d'une famille dans la drogue, vous nous parlez par exemple d'un expatrié également qui a été escroqué et tout cela. Ces affaires-là, quand vous les prenez, vous allez d'ailleurs vous rendre compte que nous sommes appesantis. Nous avons accordé une place considérable à ce genre d'affaires. Pourquoi? Nous avons pu nous rendre compte qu'il y a pas mal de dossiers qui sont traités, pas mal d'affaires qui sont tranchées devant la justice et qui concernent les citoyens ordinaires. Et ces affaires-là ne font pas du bruit, simplement parce que ces citoyens sont des gens comme moi, par exemple, qui n'ont pas un titre politique, ne sont pas des gens puissants économiquement, financièrement parlant. Vous allez voir qu'à ces niveaux, ces gens-là se mettent devant la justice et subissent les rigueurs de la loi. Mais lorsqu'il s'agit de personnalités politiques, de personnes
puissants, de personnes puissantes, pardon, financièrement ou économiquement, vous allez voir qu'à ce moment, ça devient des affaires compliquées. Et donc, nous avons évoqué ces affaires que vous venez d'évoquer pour montrer quand même que la justice travaille tous les jours, mais que les difficultés naissent lorsqu'il s'agit des hommes politiques ou bien des gens qui sont financièrement puissants. Et que, vu sous cet angle, je crois que nous en faisons un peu trop en accordant la priorité à ces affaires qui concernent les gros bonnets, comme on le dit, au détriment des affaires qui concernent les citoyens ordinaires. Voilà l'objectif en fait. D'ailleurs, dès longtemps, vous nous rappelez que justement, l'un des engagements du candidat Patrice Talon, c'est que tout le monde soit égal devant la loi. Justement. Que vous soyez proche du gouvernement ou pas. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous aurions violé des règles, je ne dirais même pas de violer notre constitution. Ce sont des règles mondialement éditées et que nous devons suivre. Vous renvoyez simplement à des questions de droits de l'homme. Donc, il fallait faire en sorte que tout le monde, les gens soient égaux devant la loi. Et c'est pour cela que nous sommes intéressés un peu au profil, puisque je parlais des gens ordinaires. Oui. Il y a les hommes politiques et d'autres personnes. Mais le débat s'est focalisé aussi, durant la période que couvre cet ouvrage, sur le fait que la justice ne frappe que dans un camp, à savoir dans le camp de ceux qui ne sont pas du même camp que le pouvoir en place. Qui ne partagent pas, les idéaux du pouvoir en place. Mais vous allez constater, d'abord à travers cet ouvrage, qu'il y a un certain nombre de personnes, de personnalités, pas des moindres, qui étaient en vue et qui ont été touchés par la justice, et dont certains ont même fait la prison. Vous avez parlé des enfants de la rupture. Et c'est ça qu'on a appelé quand la rupture mange ses enfants. Ses enfants, exactement. Parce que la rupture aurait pu ne pas transmettre leur dossier. Il se fait que les cas que je cite, ce n'est pas des cas entre particuliers. Ils ont affaire à l'État. Donc il suffisait simplement que le gouvernement ne transmette pas ces dossiers à la justice, qu'ils auraient été couverts. C'est très facile de les couvrir. Donc nous avons pris ces cas-là pour montrer que dans tous les camps, quand même, la justice a pu frapper. Et lorsque vous regardez l'actualité de ces derniers mois, regardez, faites le point de combien de personnes proches politiquement du pouvoir qui sont encore devant la justice, d'autres sont en prison également. Je laisse les acteurs, les différents acteurs politiques ou autres faire leurs analyses. Ça, c'est leur droit de pouvoir faire des analyses. Je vais peut-être rappeler une citation de Gandhi, à savoir que chacun a raison de ses arguments, mais il n'est pas exclu que tout le monde ait tort, y compris nous. C'est cela. Oui. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a quand même touché, c'est quand vous nous révélez véritablement que l'État est perdant dans l'escorte de véhicules d'occasion. On sait que c'est une activité qui touche énormément une grande partie de la population et nous aimons aller là-bas pour nous acheter quand même voilà, des véhicules. Oui, vous savez, et nous croyons que l'État gagnait énormément. L'État est le gros perdant dans le dossier Ségum et de par le fait des personnes qui étaient chargées de gérer les affaires publiques en notre nom, à nous tous. C'est simplement parce que les tests au départ avaient déjà laissé la porte ouverte à toutes sortes de pillages, à toutes sortes de pagailles financièrement parlant, de sorte que lorsque le dossier s'est retrouvé devant la justice n'avait pas assez d'éléments pour pouvoir faire rembourser un certain nombre de personnes qui étaient impliquées dans le dossier. Je me souviens de quelqu'un qui était concerné par ces dossiers, par exemple, qui disait, il est venu devant la justice pour dire non, on m'a concédé ces avantages pour que je puisse gérer les amis politiques avec qui j'étais, parce que c'est ce que nous avons obtenu dans notre lutte que nous avons menée aux côtés des gouvernants de l'époque. De sorte que quand vous prenez ce dossier qui porte sur des milliards de nos francs, seulement 2 individus ont été sanctionnés. Et les 2 individus qui ont été sanctionnés, ce sont des cadres de l'administration. Et savez-vous ce qu'on leur reprochait? On leur reprochait simplement d'avoir touché des jetons de présence dans le cadre des recettes que générait l'escorte, mais de n'avoir jamais produit le moindre rapport au procès verbal qui atteste qu'ils se réunissaient au moins. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, vous voyez ce qu'on leur reproche. C'est léger par rapport à l'enjeu financier qui est lié. Mais il se fait que le dossier Ségum, l'escorte, ce dossier avait été ficelé
comme si c'était un appât des avantages concédés à un certain nombre de personnes simplement pour qu'ils puissent en disposer pour faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu gênant, c'est un peu frustrant. L'État, le gros perdant dans le dossier, c'est Gubé, n'a pas pu récupérer les fonds de ce côté. C'est pour cela que, pour ce qui concerne l'affaire des ordres de paiement qui restent intacts, nous avons dit carrément, et je le réitère ici, que le gouvernement est attendu sur ce terrain, puisque ce dossier n'a pas été touché jusqu'à présent. Tout à fait. Et là aussi, c'est je dirais même beaucoup de milliards qui sont en jeu. Voilà. Donc là-dessus, nous avons interpellé le gouvernement carrément pour dire que bon, tout le monde l'observe pour voir quelle suite il réservera à cette affaire. Voilà. En tout cas, j'espère que véritablement il y aura une issue favorable, une suite favorable pour que nos caisses soient renflouées pour le bien-être de nos populations, parce que ça permet quand même de mettre à disposition un certain nombre d'infrastructures, permettre aux populations d'être dans de meilleures conditions. Tout à fait. Bien évidemment. On va pas occulter également cette affaire qui concerne justement la greffe de Cotonou. Maître Seydou Abou, greffier, ancien greffier, en chef, voilà, du tribunal de première instance de Cotonou. Depuis 2011, on a constaté lors de sa succession, franchement, qu'il y a eu énormément d'écarts. Le Conseil des ministres en a d'ailleurs parlé. Et vous l'évoquez. Oui, ce dossier est d'autant plus grave que les faits se sont passés au sein de la justice même. Dans le palais de justice. Voilà, au sein de la justice même. Et à ce niveau, vous voyez, vous mettez le doigt sur la nécessité de faire des réformes. Vous savez, si la caisse de dépôt et de consignation existait et fonctionnait correctement, Abou Seydou n'aurait pas réussi à mettre la main sur autant d'argent. C'est près de 3 ou 4 milliards, c'est énorme. Mais à partir du moment où l'individu, simplement, c'est à lui de garder ses fonds en griffe, puisque il est chargé de reverser ses fonds à la banque, ainsi de suite. Bon, il en faisait ce qu'il voulait, à savoir que il y a des documents qui attestaient qu'il a reversé les fonds. Il mettait ça dans ces documents à lui ici, alors qu'à la banque, les fonds n'atterrissaient pas toujours dans les coffres de la banque. Il a suffi qu'on puisse le muter, qu'il aille à la retraite et qu'il passe la main pour que son successeur se rende compte qu'entre les montants établis dans les procès-verbaux de passation de services et les montants qui se trouvaient dans les banques, il y a un énorme fossé. Il y a une sorte d'abîme et c'est là que cela a commencé. Mais je dois mettre le doigt sur le fait qu'il faut éviter de laisser beaucoup d'argent à la disposition des individus. Si la caisse de dépôt et de consignation existait, je ne pense pas qu'il aurait pu en arriver là. Puisque tel que cette caisse fonctionne aujourd'hui... Parce que l'être humain peut être tenté. Voilà. Donc voilà. Maintenant, l'affaire était suffisamment grave parce que les faits se sont produits au sein de la justice. Voilà. Bon, l'individu a été jugé, condamné, n'est pas là. Vous avez dit qu'il a pris la clé des champs. Juste, en tout cas, il est introuvable jusqu'à l'heure où je vous parle. Et lorsque vous évoquiez le financement des partis politiques, vous voyez ce dossier, beaucoup de gens ne perçoivent pas cet aspect. Abou Seydou, vers la fin de sa carrière, subitement est devenu philanthrope. Ce n'est pas ça qui me gêne pour autant, mais a commencé par poser des actes politiques, a même créé un mouvement ou un parti politique. Et oui, évidemment, parce qu'il avait assez de sous pour financer un parti politique. Mais voilà que c'est des sous de l'État qui servaient à poser tous les actes qu'il posait. Donc, il crée un parti politique. Donc, c'était avec eux même que c'est un... ou du moins c'est un acharnement politique, parce que Seydou Abou... Non, ce n'est pas vrai. Vous ne l'avez pas suivi. Seydou Abou a commencé à soutenir le pouvoir en place, et le pouvoir de la rupture aussi. Donc si c'était vrai, je ne pense pas qu'il aurait eu des soucis. Mais voilà quelqu'un qui crée un parti politique et qui dit, bon, je soutiens les actions du pouvoir en place. Je crois que cela devrait, comme par le passé, lui servir de parapluie étanche pour qu'il n'ait pas les ennuis judiciaires qu'il a eu. Donc, ceux qui disaient que c'est un dossier politique, bon, je leur conseille leurs commentaires, mais voilà ce que révèlent les faits. En tout cas, vous nous avez parlé des opérateurs, vous nous parlez dans cet ouvrage des opérateurs économiques, des politiciens, mais vous parlez également, quand même, vous parlez aussi des douaniers. Vous évoquez également... Oui, bon, et puis en termes les douaniers, puisque nous y sommes, puisqu'il y a toujours
il y a une affaire des douanes qui est encore sur le tapis en ce moment. Mais avant cette affaire, il y a eu d'autres affaires de douaniers qui n'ont pas fait grand bruit. À savoir que des douaniers ont pu... en fait, ce qu'on leur reprochait, ceux à qui vous faites allusion, on ne leur reprochait pas d'avoir volé de l'argent directement comme ceci, mais à faire des tours de passe-passe en violation des règles financières par rapport au montant qu'ils devaient reverser chaque jour quand ils font leurs recettes. Alors, sur ce point, ils ont été lâchés. Leur hiérarchie a dit, bon, si vous commettez des actes de ce genre, vous en répondez. Alors que eux autres, ils ont dit, nous procédions toujours comme ça et c'est ça qui nous permettait de renflouer les caisses de la douane. Alors on dit, vous ne pouvez pas procéder ainsi. Parce que ce qu'on attend de vous, ce n'est pas de violer les règles qui gouvernent le monde de l'orthodoxie financière, mais de faire rentrer les fonds dans les caisses, mais de façon régulière. Et je crois qu'ils ont raison, ils ont eu raison de le faire parce que tel que ces douaniers se sont comportés, cela ne permettrait pas, au moment de faire des contrôles, de pouvoir suivre la traçabilité des fonds qui entrent les caisses de l'État. Donc les douaniers sont concernés aussi. Et malgré cela, je rends quand même hommage à la douane parce que quand j'ai observé les chiffres, la courbe des recettes de la douane, je me suis rendu compte que ces derniers temps, ils ont fait rentrer quand même beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. On est en train de parler de près de 200% justement de performance. Exactement. Nous avons invité l'administration de la douane et certains d'entre eux étaient venus représenter l'administration de la douane. Malgré les affaires qui défraient la chronique, nous leur avons rendu hommage dans la salle le jour où nous avons présenté cet ouvrage. Voilà. Voilà. Je sais que cet ouvrage, ça ne couvre qu'une partie donc, de la décennie, puisque nous sommes dans un nouveau quinquennat, donc de la décennie rupture. Certainement que vous êtes en train de travailler pour une autre édition. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Donc je ne peux pas, à cette étape-ci, dire si cela se fera ou pas, mais on verra bien si cela sera fait ou pas. Mais je ne peux pas jurer à l'heure où on est, puisque seul Dieu gouverne le futur. Voilà. Tout à fait. Et pensez-vous que véritablement cet ouvrage est favorable à la gouvernance ou justement si quelqu'un devrait penser cela après avoir découvert le contenu? Pour la énième fois, je vois c'est peut-être une déformation politique. Je vous ai dit ça fait longtemps que je suis plus dans la presse quotidienne. Oui. Mais le journaliste, chaque fois qu'il fait une émission, il fait une production, il n'a pas à se demander si c'est favorable à X, si c'est favorable à Y, si c'est défavorable à Y ou si c'est favorable à X. Il s'en tient aux faits et il laisse, si il restitue les faits et que cela est favorable à tel camp, tant mieux pour le camp. Si c'est défavorable à un autre camp, je ne dirais pas tant pis, c'est regrettable, mais je m'en tiens à cela. Donc, je vais vous dire, je suis sûr que de votre place, de la manière dont vous travaillez, et que moi qui vous observe, moi qui suis de la même corporation que vous, je ne pense pas quand même que vous soyez quelqu'un de très maladroit professionnellement parlant. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont mécontents du travail que vous faites. Exactement. Quelle que soit la manière dont vous travaillez, vous pouvez être le professionnel le plus capé, le professionnel le plus compétent possible. Chaque fois que vous allez donner une information, ça fera plaisir. Ça ne fera pas plaisir d'un côté. Mais personnellement, j'ai une conviction. Vous ne pouvez pas produire un travail comme celui-là et ne pas s'attendre à ce que tout le monde l'applaudisse. Donc lorsque vous mettez ça en tête, vous êtes tranquille par rapport au travail que vous faites. Et je suis sûr que vous faites le même effort vous-même, tous les jours. Mais le plus important pour moi, lorsqu'on me dira que c'est favorable, je vais dire voilà les éléments qui permettent de dire quels sont les éléments qui vous permettent de dire que c'est favorable, quels sont les éléments qui vous permettent de dire que c'est défavorable à tel autre cas. Donc moi, mon seul juge, le seul arbitre auquel je me confie, ce sont les faits. Voilà. Voilà. Qui peut lire l'ouvrage? Tout le monde. Tout le monde peut lire l'ouvrage. Vous me donnez l'occasion ici de dire ceci. On nous a appris dans le métier de journalisme que lorsque vous écrivez, le plus important n'est pas d'étaler votre maîtrise
de la langue dans laquelle vous écrivez, qui quand même, nous sommes, c'est une langue d'emprunt, le français. La langue de travail. Voilà, faire en sorte qu'on puisse vous lire et que votre message soit audible et compréhensible. C'est l'effort que nous avons fait. Donc, tout le monde peut lire cet ouvrage. Et vous verrez que nous avons fait l'effort d'extirper les thèmes trop techniques qui relèvent du domaine de la justice. Nous avons fait l'effort de ne pas en abuser. Et quand, sur certains points, nous sommes obligés d'en faire usage, nous avons veillé à l'expliquer comme cela doit se faire en matière de presse. Donc, cet ouvrage est à la portée de l'homme de droit, est à la portée des politiques, est à la portée de tout le monde, de tous les chercheurs, de tous les étudiants et de toute personne qui a envie de lire, de comprendre un peu ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est qu'un pan de notre histoire que nous avons essayé, de l'histoire de notre pays que nous avons essayé simplement de consigner dans ce document. Pourquoi je dois avoir lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès dans ma bibliothèque? À vous d'aviser, mais je vous conseille de l'avoir simplement pour que si vous voulez juger, vous puissiez juger sur pièce. Si vous voulez faire des commentaires, des analyses par rapport à ce sujet précis et dans l'intervalle que nous avons retenu, que vous puissiez le faire sur la base des faits. Si les faits que vous voulez utiliser ne figurent pas dans ce document, vous pouvez les trouver ailleurs, mais pour ce qui concerne le débat et par rapport au travail que nous avons fait, si vous voulez nous juger, il faut déjà que vous puissiez vous emparer du document pour lire le contenu. C'est ça simplement qui permettra que vous et moi, nous puissions échanger sur la base des faits. Donc, lire ce document, c'est chercher à avoir un petit éclairage au-delà de tous les commentaires, de toutes les analyses et de tous les catéchismes politiques que nous avons entendus durant un certain temps. Voilà. Nous sommes dans un pays où véritablement l'accessibilité ou l'accès aux sources d'information, c'est bien difficile, mais comment vous faites? Sinon, pour parler des difficultés. Je suis sûr qu'un journaliste, un jeune journaliste ou bien un étudiant en journalisme qui décide d'écrire un papier aujourd'hui, il aura plus de difficultés que vous pour accéder à une source. Il n'y a jamais eu de bâton magique pour accéder à des sources d'information. Les sources d'information dépendent du chemin que vous avez déjà fait. Dépend de votre carnet d'adresse. Dépend de votre crédibilité par rapport à un certain nombre de personnes. Moi, je peux vous assurer que le fait que mon collègue Michel Tchanou, avec qui j'ai co-rédigé cet ouvrage, nous avons été d'anciens journalistes, ça a été un atout pour nous. Nous avons conservé des relations avec des gens qu'on avait connus quand nous étions encore dans la presse et qui aujourd'hui, même s'ils ne sont plus en poste, peuvent nous ouvrir des portes. Cela a été fait. Vous allez même voir au début que nous avons remercié des gens sous anonymat. Et quelque part, ça nous a gêné un peu. Il y a des gens qui nous ont rendu des services énormes dans le cadre du travail en termes d'information et autres, mais pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales et pour d'autres raisons. La majorité d'entre eux ont décidé de rester dans l'anonymat. Et comme vous le savez, dans notre profession, quand quelqu'un requiert l'anonymat, il faut respecter cet anonymat. Donc, par rapport aux sources, ce sont simplement des gens qui nous ont fait confiance. Nous avons des gens dont nous étions déjà proches peut-être, d'autres que nous ne connaissions pas et que nous avons touchés par personne interposée. Voilà comment nous avons procédé. Maintenant, il reste toujours un pan qu'on ne peut jamais révéler parce qu'on garde ça pour soi. Demain, on aura besoin de repartir vers certaines sources. C'est pour cela que je n'irai pas au-delà de cela. Tout à fait. Voilà. Et depuis le lancement de cet ouvrage, quel accueil vous entendez, quel retour vous avez déjà? Déjà, le retour, je vais profiter d'abord pour remercier les amis, vous et tous les amis de la presse. C'est pourquoi je vous dis que le fait que nous soyons journalistes a été un atout. Presque toute la presse nous a aidés. Nous n'avons pas donné, vous savez qu'en pareilles circonstances, dans d'autres domaines, les gens auraient sorti de l'argent pour faire de la com. Nous n'avons pas sorti un copec pour faire de la com, mais tous les confrères se sont mobilisés, tous les médias se sont mobilisés pour nous accompagner. Ça a été un atout considérable. Et déjà le jour où on a fait la présentation, nous avons été surpris de constater que l'essentiel de ce que nous avons amené sur les lieux est parti. Actuellement, nous sommes en train de déposer l'ouvrage dans les librairies que nous connaissons sur la place. D'autres personnes aussi ont demandé à disposer d'un certain nombre d'exemplaires qui vont nous aider à vendre. Vous constatez que quand ça se passe ainsi, nous pouvons nous dire pour le moment que c'est bien parti.
mais nous avons besoin d'un peu plus de temps pour faire un point d'étape. Mais tel que cela a commencé, nous en sommes contents et fiers. Voilà. Voilà, très bien. François Aoudo, consultant en stratégie des médias et communication, ancien journaliste, auteur, co-auteur donc de cet ouvrage Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès. Un ouvrage de 318 pages, intéressant à découvrir, dans un style bien accessible. Nous sommes malheureusement au terme de notre entretien. Quel message vous avez à l'endroit de tout le peuple béninois? Le message que nous avons à l'endroit de tout le peuple béninois, c'est juste dire que la lutte contre la corruption est une lutte de longue haleine et que ce n'est pas une lutte qui concerne les gouvernants seuls, ce n'est pas une lutte qui concerne la justice seule, c'est une lutte qui concerne nous tous à la fois et que cette lutte sera menée à tous les temps. Ça va traverser le temps et qu'il faut que tout le monde se mobilise, chacun de son côté, parce que quand on parle de lutte contre la corruption, il ne s'agit pas d'aller dénoncer ici. Lorsque moi-même, lorsque je vais poser un acte, je fais un peu attention à l'acte que je pose, je lutte déjà contre la corruption à ce niveau. Et surtout, demander à tout le monde de ne pas juger cet ouvrage en se contentant des commentaires d'autrui, mais il faut le lire soi-même pour se faire sa religion. Voilà. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup à vous, François Aoudo. En tout cas, c'est avec bonheur que nous vous avons reçu sur l'entretien, mesdames et messieurs. Et donc, nous vous recommandons cet ouvrage. C'est important de savoir. Il y a de ces affaires dont vous n'avez pas idée, donc vous pouvez les retrouver dans cet ouvrage. Ça vous donnera plus d'informations sur ce que vous savez déjà. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Agréable suite de journée à chacun et à tous.